En tout cas, merci beaucoup d'être présent et d'avoir répondu à notre invitation pour assister à cette conférence. Encore un grand merci à Farid et aussi un grand merci à la Maison d'écologie, voilà, qui nous permet d'organiser nos conférences, sachant que ça devient de plus en plus difficile de réserver des salles à Lyon. Du coup, voilà, au niveau de l'écologie, voilà, met à notre disposition ce local voilà, gratuitement. C'est comme ça qu'on a réussi quand même à organiser pas mal de conférences que d'autres endroits ont refusé, notamment maintenant dans les universités, voilà, où ça devient de plus en plus compliqué d'organiser des conférences. Voilà. Du coup, bon, je vais pas, pour la plupart, vous connaissez forcément. Je crois que la plupart sont des habitués. Du coup, je ne fais pas la promotion de l'association. Alors, comme je disais, encore un grand merci à Farid d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que sur l'Algérie, cette année, on n'a pas organisé de conférence. Habituellement, on organise une conférence sur l'Algérie. Du coup, c'était vraiment une occasion rêvée, et surtout avec la publication du livre. Et surtout aussi l'actualité, puisque, comme vous le savez, la crise dure entre la France et l'Algérie. Une partie de l'explication est peut-être aussi dans ce livre, puisque voilà, on parle aussi des relations entre l'Algérie et la France. Alors, Farid Halilet est un journaliste algérien, un journaliste auteur. Il est journaliste puisqu'il a travaillé en Algérie dans différents organes de presse, et notamment Liberté qui a fermé, voilà, comme d'ailleurs pas mal de journaux en Algérie, ceux qui ont voulu garder leur autonomie, la plupart ils ont fermé, sinon ceux qui restent aujourd'hui sont pratiquement sous la tutelle, si on peut dire comme ça. Alors, bien sûr, il est auteur aussi, puisque là, je vais juste citer les trois dernières publications de Jamal Halilet. Alors, le dernier... C'est pas grave, c'est pas grave. Il se trouve que son frère est un ami qui est aussi journaliste d'ailleurs. Voilà, qui était journaliste. Voilà. Monsieur, attendez, monsieur. Ah oui, oui. Monsieur, vous vous asseyez pas sur cette chaise. Oui, la chaise, elle est. Oui, elle est cassée. Alors, je vais citer juste les trois derniers ouvrages, les trois dernières publications de Farid Halilet. Alors, le dernier, c'est ce livre, voilà, qu'il a publié en 2025, qui est Un crime d'État, voilà, règlement de compte au cœur du pouvoir algérien. Alors, c'est un livre qui a été préfacé par Kamel Daoud. Voilà. Et comme on l'a mis dans l'invitation, il y aura de toute façon une séance dédicace pour ceux qui veulent l'acheter. Alors, la deuxième publication, c'est Bouteflika, l'histoire secrète, qu'il a publié en 2020 chez les éditions Rocher. Et le troisième, c'est Idir, un Kabyle du monde, en 2022, dans la même édition Rocher. Voilà. Alors, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité, il a fait, voilà, il a été
expulsé d'Algérie en 2024. Hein. Il est rentré, il voulait rentrer en Algérie. Et à l'aéroport, il a été expulsé. Voilà comme quoi l'Algérie, hein, elle expulse même ses propres citoyens. Voilà. Alors, parce que, oui, j'ai oublié de dire aussi, Khalid collabore aussi avec notamment les Jeunes Afrique et depuis pas si longtemps aussi avec le Point. Et je crois que l'objet de ton expulsion, c'est par rapport à un article dans le Jeune Afrique qui a beaucoup. De toute façon, tu diras moi. Voilà. Du coup, je te laisse la parole. Et encore un grand merci. Merci pour l'invitation et j'espère qu'on va passer un agréable moment avec vous. Bon, moi je vais me présenter. Je suis journaliste depuis 34 ans. J'ai commencé en Algérie, j'ai travaillé quotidien le matin, ensuite à Liberté. Après, je suis venu m'installer en France en 2004 et j'ai travaillé comme journaliste à Jeune Afrique. Et donc j'ai été l'auteur de livres qui est lui cité, Zahir. Et il y a quelques mois, il y a 3 ou 4 mois, j'ai quitté Jeune Afrique et là je travaille pour le magazine Le Point. Il a parlé de mon expulsion. Oui, c'est vrai que il y a une année, j'ai été arrêté en Algérie. J'étais gardé pendant 10 heures à l'aéroport d'Alger. Ensuite, ils m'ont expulsé sans me donner de motif, mais j'ai cru comprendre que mes écrits dérangent. Et depuis, je suis interdit de rentrer en Algérie. Je ne peux pas rentrer en Algérie. Voilà. Mon pays, c'est le seul pays que j'ai, parce que je n'ai pas d'autre nationalité, mais je ne peux pas rentrer en Algérie. Voilà, c'est comme ça. Parfois, il faut payer ses engagements et ses écrits, mais bon, voilà. Bon, je vais parler du livre, c'est juste, il n'y a pas de lien direct entre ce livre et l'actualité aujourd'hui, entre la crise algéro-française, même si, bon, bien sûr, pour comprendre cette crise, il faut remonter à très loin. Donc, ça, c'est une enquête sur l'assassinat de Karim Belkacem. Je vais résumer un peu qui est Karim Belkacem pour ceux qui ne le connaissent pas. Karim Belkacem, c'est l'un des fondateurs du FLN, un membre de ce qu'on appelle les fils de la Toussaint, c'est-à-dire ceux qui ont déclenché la guerre d'Algérie. Ensuite, il est ministre de la Défense du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. Ensuite, ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, vice-président du GPRA. Et c'est lui qui a dirigé la délégation qui a négocié les accords d'Évian en 61 et en 62, et c'est lui qui a signé les accords d'Évian, les accords qui ont mis un terme à 132 ans d'occupation française en Algérie. Ensuite, à l'indépendance, il s'est opposé au pouvoir de Ben Bella, qui a pris le pouvoir grâce à l'armée des frontières. Donc c'était un putsch, ils ont fait un putsch légal, si on peut dire, donc ils ont pris le pouvoir, donc il s'est opposé à la dictature imposée par Ben Bella. Ensuite, il a dû fuir l'étranger. En 65, Boumedienne a pris le pouvoir après un coup d'État contre Ben Bella. Il est devenu opposant à Boumedienne. Et ensuite, il a dû fuir le pays parce qu'il était menacé. Et à partir de l'étranger, il est devenu l'opposant contre la dictature des Boumediennes. Donc,
là on est en 67, 65, 66, 67, et donc il est devenu une cible du régime de Boumedienne qu'il fallait abattre à tout prix parce qu'il représentait une voix qui dérangeait, il représentait un courant politique et idéologique qui dérangeait, et donc il était une menace pour le pouvoir de Boumedienne, donc il fallait l'éliminer. Et donc en 69, il a été condamné à mort par la cour révolutionnaire d'Oran, et donc il y a eu sa tête est mise à nu, parce qu'il a été condamné à mort, et donc il a été traqué, et il a fini par être assassiné en 1970 dans un hôtel à Francfort par un groupe de tueurs envoyés d'Alger, donc qui ont reçu l'ordre de le tuer. Et depuis, l'assassinat de cette figure de la Révolution est un secret d'État. Il y a eu une enquête en Allemagne, mais on n'a jamais divulgué les résultats de cette enquête. Il n'y a jamais eu d'enquête en Algérie. Par contre, il y a eu un tabou, un secret d'État sur la mort de Karim Belkacem. On ne sait pas comment il a été tué, dans quelles circonstances, pourquoi, et qui l'a tué, et qui a ordonné son assassinat. Et donc, moi, j'ai enquêté sur ce crime tabou, y compris les enfants de crime ne savent pas, les filles, enfin, les enfants de crime ne savent pas, connaissent un peu les détails, mais ils ne connaissent pas qui a tué leur père, comment, etc. Et donc, moi, je voulais percer ce mystère, essayons de m'approcher le plus de la vérité, pour apporter la vérité sur cet assassinat, qu'on connaisse au moins, enfin, comment, qui, pourquoi et qui a ordonné cet assassinat. Et donc, j'explique un peu comment j'ai travaillé. J'ai pu avoir accès aux archives de la police et de la justice allemande, parce que la police et la justice allemande ont enquêté, mais ils n'ont jamais divulgué, c'est resté confidentiel, secret. Donc j'ai réussi à avoir ces documents, c'est 1400 pages de documents. C'est énorme comme masse de documents. Donc j'ai travaillé sur ces documents. J'ai travaillé sur d'autres documents déclassifiés, de documents français. J'ai interrogé des témoins, les rares témoins qui étaient à l'époque, parce que ça remonte à plus de presque 55 ans, c'est ça, 70. Et j'ai pu avoir la chance de discuter très longuement à plusieurs reprises avec les filles de crime, les 2 filles de crime, qui m'ont beaucoup apporté d'informations, de documents, etc. Et donc, et ma propre enquête avec d'autres sources, et pour essayer de reconstituer ce puzzle de cet assassinat. Mais il n'y a pas que dans ce livre, il n'y a pas que pour comprendre l'assassinat de Karim Belkacem, il faut remonter à la vie et l'enfance de Karim Belkacem, son engagement dans le mouvement nationaliste, la guerre d'Algérie, les luttes intestines au sein du FLN pendant la guerre d'Algérie, ensuite ce qui s'est passé pendant les années 60, la conquête du pouvoir par les militaires, etc. Donc c'est une plongée dans l'histoire de l'Algérie et de la France, parce que ça concerne aussi la France, mais ça ne concerne pas uniquement la France, parce que ça concerne aussi les relations avec le Maroc, parce que Karim a vécu, sa famille a vécu au Maroc, où elle s'est réfugiée, et aussi avec la Suisse, parce que il allait souvent en Suisse, aussi avec l'Allemagne, parce que l'Allemagne, c'est là où ce crime a été commis. Donc si vous voulez, c'est une sorte de polar qui se déroule entre Alger, l'Algérie, le Maroc, la Suisse, voilà. Donc j'essaie de reconstituer tout ce puzzle pour amener le lecteur
à ce que moi j'appelle la vérité sur l'assassinat de Karim Belkacem. Voilà. Alors en gros, ce que je peux dire sur... je vais peut-être anticiper une question, mais bon, certains me disent pourquoi un livre sur Karim Belkacem et comment les choses se sont déclenchées. En fait, c'est une photo qui a déclenché ma curiosité pour travailler sur l'assassinat de Karim Belkacem. En fait, il y a 2 ou 3 ans, j'avais rencontré le photographe Raymond Despardons, je ne sais pas si c'est un célèbre photographe, qui a passé quelques jours dans la villa où se trouvait la délégation du FLN qui a négocié à Evian. Donc il a pris beaucoup de photos. Et donc je l'avais interrogé, j'ai fait une interview avec lui sur ses photos, sur ce qu'il a fait à Evian, ce qu'il a rencontré. Et il y avait une photo qui a attiré ma curiosité. On voyait Karim Belkacem dans une véranda, attablé à une table. Il était en train de lire des documents, il avait la main comme ça sur le front. Et j'ai trouvé cette photo très curieuse. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit pourquoi Karim paraît soucieux sur cette photo. Il m'a dit tu ne le sais pas? Je lui ai dit non, je ne sais pas, c'est à toi de me dire. Il m'a dit il était souffrant, il venait tout juste de faire une opération. Une grave opération, la vésicule biliaire, il a failli mourir. Et ça a fait tilt dans ma tête, je me suis dit, je ne connaissais pas cet épisode de la vie de Karim Belkacem, mais beaucoup de gens ne le connaissent pas. Et je me suis dit, tiens, c'est la photo de Karim est partout en Algérie, c'est quelqu'un de sacré, c'est une icône sacrée, comme peut l'être à Ben Ardan, au Boudiaf, etc. Mais on ne sait presque rien de lui, il n'y a pas d'ouvrage sur lui, rien. Et je me suis dit, tiens, je vais aller. Et je me suis dit, mais c'est pas normal qu'une icône comme ça soit assassinée sans qu'on sache pourquoi, comment, dans quelles circonstances, mais qui a ordonné son assassinat. Voilà d'où est venue l'idée de faire ce livre sur le Québec. Je pense que j'ai fait le tour de la présentation. Je répondrai volontiers à vos questions, si vous avez des questions. Bon, en tout cas, voilà, si vous avez des questions. Bah, déjà, moi j'ai une question. Du coup, c'est vrai que l'assassinat de Karim, d'ailleurs, comme d'autres assassinats, comme l'assassinat de Ben Ardan, tout le monde sait qu'il a été assassiné par des militaires, mais officiellement en Algérie, Ben Ardan, il est toujours... il y a un chapitre consacré à l'assassinat de Ben Ardan, dans lequel Karim Belkacem est directement impliqué. Voilà. C'est Mohamed Khedr. Alors, comme d'habitude, sur Ben Ardan, on avait invité son neveu. Oui. Qui, pour l'instant aussi, lui aussi, il n'a pas de confirmation sur qui a donné l'ordre, notamment est-ce que Karim Belkacem a participé ou non. Du coup, pour Karim Belkacem, aujourd'hui, avec cette enquête, est-ce qu'on connaît les noms des personnes qui l'ont assassiné? Oui. Je donne les noms des gens qui l'ont assassiné. Par contre, est-ce qu'on sait aussi qui a donné l'ordre de l'assassiner au sein de l'appareil d'État? Bon, peut-être que je vais faire un peu de vulgarisation, peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas beaucoup l'histoire. Ben Ardan, c'est un des architectes de la révolution algérienne qui
qui a été attiré dans un guet-apens en décembre 1957 au Maroc. Et, il a été étranglé et en présence de Boussov et de Krim et d'autres, parce qu'il dérangeait. Et aujourd'hui encore, officiellement, Abba Norman est mort au combat, ce qu'on appelle au champ d'honneur. Alors qu'on sait pertinemment qu'il a été étranglé par ses propres compagnons d'armes. Et c'est le premier crime d'État. Il y en aura d'autres, comme celui de Khider et de Abban et de Krim. Et de Boudia. Et de Boudia, bien sûr. Toute la complexité de ce travail et son ambition, c'est justement de raconter comment il a été tué, par qui il a été tué et qui a ordonné son assassinat. Dans un crime d'État, comme c'est le cas par exemple avec John Kennedy, il n'y a jamais de traces écrites. Jamais il y a un document écrit pour dire, pour prouver que c'est telle personne qui a donné l'ordre d'assassiner une personnalité. C'est le propre des crimes d'État, donc il n'y a pas de traces, il n'y a pas de preuves irréfrageables ou intangibles qui prouvent que c'est telle personne. Il y a des faisceaux, des preuves qui corroborent, des pistes qui mènent vers un commanditaire. Et moi, dans ce livre, je ne vais pas spoiler, mais moi, dans ce livre, j'ai identifié 4 commanditaires. 4. Et chacun est susceptible d'avoir ordonné l'assassinat de Krim Belkacem. Et quand pour chacun, j'explique pourquoi il est très très vraisemblable que ce soit lui qui a tué Krim Belkacem avec des documents, avec des témoignages, etc. Donc, je ne tranche pas d'une façon catégorique en disant ça serait mentir, faire preuve de malhonnêteté, de dire c'est Boumedienne qui a ordonné l'assassinat. Je n'ai pas la preuve matérielle. Je n'ai pas la preuve matérielle. Je sais qu'il a tué. Enfin, qui a été le chef de commando? Et même, je suis même entré en contact avec le chef du commando. Il a refusé de m'en parler, il a refusé de me rencontrer, mais j'ai pu entrer en contact avec lui. Le commando est composé de 3 personnes. Donc le chef, qui est un officier de la sécurité militaire algérienne, qui vit encore aujourd'hui à Alger, tranquillement, dans une ville à Alger. Et le deuxième, c'est un officier aussi de la sécurité militaire qui connaît très très bien Krim Belkacem. Et le troisième agit, tous les 3 ont agi sous une fausse identité, forcément. Ils vont aller tuer quelqu'un, ils ne vont pas avec des faux passeports, enfin des vrais passeports. Ils sont partis avec des faux passeports. J'ai même la photo du tueur, celui qui a étranglé Krim Belkacem. Et le tueur, celui qui a étranglé, a disparu, on ne sait jamais, on n'a jamais su. Forcément, dans ce genre de choses, on élimine l'auteur du crime. C'est peut-être un petit voyou qui a été recruté quelque part,
comme c'est toujours le cas. Hein. Le deuxième aussi a disparu, on ne sait pas. Ses traces remontent jusqu'aux années 80, après on a disparu. Le commando, le chef du commando, aujourd'hui, il a 84 ans, il vit à Alger. Je l'ai eu par téléphone, par une tierce personne. Voilà. Il vit tranquillement à Alger, tout normalement du monde. Voilà. Pour répondre à la question sur les commanditaires et les assassins. Je voudrais juste poser une question et une remarque. Alors, merci en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation après les remerciements de Zahel et d'avoir fait ce travail, parce qu'évidemment, revenir sur l'assassinat de Karim Belkacem, c'est effectivement un travail longue haleine, même si, oui, effectivement, les gens savaient que... Alors, qui l'a assassiné, c'est bien, c'est une bonne question, il faut peut-être chercher, mais nous, on sait qui l'a assassiné. En fait, il y a un document. Il y a un document. Là, son assassinat est décidé par le tribunal militaire d'Oran. Donc, oui. C'est très bien dit, c'est un crime d'État. Oui. Le tribunal militaire d'Oran l'a condamné à mort en 69. Oui. Donc, nous, on sait. C'est l'État lui-même qui... Et encore, je préfère très bien l'intituler « Un crime d'État » que le premier titre que tu as utilisé, c'est-à-dire un règlement de compte au sein du pouvoir. C'est, à mon avis, ce n'est pas approprié. Lui, il n'est pas au pouvoir. Ce n'est pas un règlement de compte au sein du pouvoir. Lui, il est en dehors du pouvoir. Pardon, juste dehors. Voilà. Mais ce titre, c'est parfait. Karim Belkacem, un assassinat politique ou un crime d'État, ça me paraît tout à fait convenable. Et c'est très significatif. La première question que je voulais vous poser, est-ce que quand vous dites le commando, est-ce qu'il s'agit d'Aït Msbah? Parce qu'on le sait. Aït Hamed a écrit, d'autres ont écrit sur Karim Belkacem. Est-ce que c'est Aït Msbah? Alors la décision, elle peut venir qu'évidemment de Boumediene et pas de ses sous-fifres, pas des adjoints. Lui, il a donné ordre. Après, bon, évidemment, il a été exécuté. Est-ce que vous privilégiez cette thèse ou vous restez sur l'hypothèse de Draya? Draya, qu'est-ce qu'il ne connaît pas? Draya, c'est pas du tout quelqu'un de connu. Le problème, il l'avait directement avec Karim Belkacem. Et pardon si j'ai été un peu long. Alors, je vais répondre à un truc. Le choix du titre est un compromis entre moi et l'éditeur. Moi, je voulais faire un crime d'État enquête sur l'assassinat de Karim Belkacem. Mon éditeur m'a dit Karim Belkacem, c'est pas quelqu'un connu en Algérie, mais pas forcément connu en France et ailleurs. Il m'a dit, moi je privilégie même si d'attirer un peu le lecteur sur, avec sous-titre, un règlement de compte au cœur du pouvoir algérien, qui n'est pas forcément une mauvaise chose, qui n'est pas forcément faux, parce qu'il s'agit aussi de règlement de compte au cœur du pouvoir algérien, même si Karim Belkacem ne faisait pas partie du pouvoir. Dans l'opposition. Oui, mais il était aussi, du fait qu'il était dans l'opposition, il était au cœur du pouvoir algérien. Non. Il n'a pas exercé. Non, mais il n'a pas exercé. Il n'a pas exercé de fonctions, mais le fait qu'il soit opposant, le fait qu'il soit opposant, le fait qu'il ait été chassé, il était condamné, il était traqué, qu'il y a eu une fatwa contre lui, fait qu'il est au cœur des règlements de compte au sein du pouvoir algérien. Bon, voilà. Un titre n'est jamais parfait. Pour ce qui est du chef de commando, j'ai oublié de donner son nom, il s'appelle Hamid Aït Msbah. C'est Hamid, d'accord. Et j'ai les preuves que c'est lui parce que la police et la justice allemande a réussi à l'identifier grâce à des documents. Parce qu'au départ, il est arrivé à l'hôtel où Karim a été assassiné avec un faux passeport marocain. Ensuite, les Allemands ont enquêté et ils ont réussi à avoir la preuve que c'est lui.
Donc ils ont lancé, au départ, ils ont lancé un mandat d'arrêt avec son pseudonyme. Ensuite, quand ils ont eu la certitude que c'est lui, ils ont lancé un mandat d'arrêt en son nom. Bien sûr, lui dit ce n'est pas moi. Mais dans l'enregistrement que moi j'ai pu avoir, il dit ce n'est pas moi, il dit ce sont des marchands d'armes palestiniens, enfin du Moyen-Orientaux, etc. Mais il a déjà avoué à d'autres personnes en disant que c'est lui qui a tué, mais il n'y a pas de. Il n'y a aucun doute pour moi, il n'y a aucun doute que ce soit lui qui a, mais ce n'est pas lui qui l'a tué, en personne. Lui, il a organisé tout l'assassinat, il était présent dans la chambre quand Krim a été étranglé. Donc c'était lui, le chef du commando, qui a été chargé d'assassiner. Ce n'est pas lui qui a étranglé Krim Belkacem. Voilà, je ne sais pas si j'ai... Non, merci. Oui, donc moi j'ai une question d'ordre pur politique. Pourquoi a-t-il été assassiné? Est-ce que c'était pour des orientations politico-économiques, ou jouir du pouvoir, ou empêcher l'un d'accéder au pouvoir? Pourquoi? En sachant que partout sur cette terre, même dans les démocraties, les assassins politiques n'étaient pas finis, mais on assassine politiquement. Pourquoi est-il été assassiné? Alors, il y a plusieurs raisons. En 62, on va les appeler comme ça, quand les fils de la Toussaint, ceux qui ont déclenché ils voulaient l'indépendance du pays, mais c'est pas pour instaurer une dictature militaire. Oui, voilà. Voilà. Je suis d'accord avec ça. C'était pour instaurer un État démocratique, progressiste, où les libertés individuelles sont consacrées, les libertés fondamentales sont consacrées, le pluralisme consacré, politique, etc. Et il y a eu, la révolution a été détournée en 62, et ce sont les militaires qui ont pris le pouvoir pour instaurer. Ben Bella est arrivé au pouvoir en 62 en Algérie avec le concours de l'armée des frontières. On dit même qu'il a été porté au pouvoir sur les chars de l'armée des frontières. Donc on a instauré, plutôt que d'instaurer un État démocratique, un État de droit, un État qui respecte les libertés, comme je l'ai dit, on a instauré des dictatures militaires. Et d'ailleurs, ceux qui étaient au cœur de cette révolution, par exemple Boutiab, etc., ont soit été mis en prison ou exilés. Voilà. Donc eux ne voulaient pas l'instauration d'une dictature. Oui, Boutiab, comme Krim voulait un État démocratique. Okay. Donc à partir du moment où il y a une dictature militaire qui s'installe et vous avez en face de vous des opposants d'envergure comme Krim ou Boudiaf, etc., qui vous disent vous êtes une dictature, on n'a pas, et les Algériens aspirent à un État démocratique. Et de quel droit Boumedienne ou Ben Bella vient avec de la force imposer un État, enfin plutôt imposer un modèle de gouvernance qu'on impose aux Algériens. Donc, à partir du moment où il devient opposant, il devient gênant. Et donc, à partir de 67, Krim Belkacem accentue son opposition vis-à-vis de Boumedienne. Il crée le parti politique MDR
Et donc, il active à partir de l'étranger. Et le projet de Karim Belkacem, il le dit, c'est de renverser le pouvoir, le régime de Boumediene, en finir par la force, s'il le faut, pour instaurer une démocratie majeure. À partir de ce moment-là, il devient une menace. Et donc, il fallait l'éliminer. Comme on a éliminé Khidal, comme on a... voilà. Et donc, et il sait, Boumediene sait que Karim a une envergure nationale, il a une légitimité. C'est l'un des fondateurs du FN. C'est celui qui a déclenché la guerre. C'est le ministre des Affaires étrangères qui a une aura internationale. C'est le ministre de la Défense. C'est lui qui a nommé Boumediene en tant que chef d'état-major. Boumediene était sous l'autorité de Karim Belkacem. Et c'est Karim Belkacem en 62, le 30 juin 62, juste le 30 juin, c'est-à-dire 6 jours avant lui, c'est Karim Belkacem qui a décidé de dégrader Boumediene pour travail fractionnel. Il l'a dégradé, il a ordonné son arrestation. Et Boumediene a dû fuir la Tunisie. Je le raconte dans le livre, ceux qui veulent lire, je raconte des détails. Et donc, il y a eu un ordre donné par le GPRA aux militaires algériens qui étaient encore loyaux au GPRA d'arrêter Boumediene et de la traduire en justice et s'il le faut, de l'exécuter pour haute trahison. Donc Boumediene fuit la Tunisie à bord d'une ambulance et il va en Algérie. Bon, je donne des détails dans le livre. Donc, Boumediene sait qu'il n'a pas en face de lui un opposant de pacotille. Il sait qu'il a en face de lui un homme qui a de l'aura, du charisme, du poids. Il ne faut jamais oublier que Karim Belkacem est le premier des responsables algériens à avoir pris le maquis. Il a pris le maquis en 1947, c'est-à-dire 8 ans avant le déclenchement, enfin 7 ans avant le déclenchement. Et donc, et le régime de Boumediene ne souffre pas n'accepte pas une quelconque opposition. Ceux qui pouvaient s'opposer à la dictature, ils étaient éliminés, envoyés, éliminés, torturés, en prison ou poussés à l'exil. Et ce sont des gens qui n'hésitaient pas à assassiner des gens. Je consacre un chapitre à l'assassinat de Frida, qui est lui aussi un des fondateurs du FLN. Et le régime de Boumediene n'a pas hésité à l'assassiner en Espagne, a envoyé un tueur qui lui a logé 5 balles dans le corps. Et donc, ce sont des gens qui gouvernent, qui ont pris le pouvoir par la force, qui gouvernent par la force, et qui n'hésitent pas à utiliser la force pour éliminer ceux qui peuvent menacer ce pouvoir. Voilà en gros les raisons. Voilà. Une question. Après, oui. Allez-y. Bon, on va revenir en 2025. Voilà, maintenant. Actuellement, les agents de la sécurité militaire en Algérie, puisqu'ils bougent sur diverses. Est-ce qu'ils pratiquent encore les assassinats ou les intimes? Ou sinon, ils disent tu t'en fais. Non, il n'y a pas d'assassinat politique en Algérie. Il y en a plus. Ouais. C'est juste de l'intimidation. Il y a de l'intimidation, bien sûr, mais il n'y a pas d'assassinat politique. Pas d'élimination physique. Pardon? Il n'y a pas d'élimination physique. Non. Comme une. Pas d'élimination physique. Ok. Et
C'est depuis, Il y a de la répression. par exemple, Oui, je parle d'élimination physique. par exemple, Ok. à Lipsili. Alim Sili, c'est en 87. Là, vous me posez la question aujourd'hui. Élimination physique, assassinat. Vous me parlez d'aujourd'hui. Ah oui, Aujourd'hui. Ah, Non. à votre connaissance, non. Hein? À votre connaissance, non. Non, il n'y a pas Il n'y a de. pas eu d'information. Ce n'est pas. Est-ce qu'il y a des tentatives d'éliminer des gens, tout ça, c'est une chose. Oui. Est-ce qu'il y a des assassinats politiques commandités par le pouvoir algérien aujourd'hui? Pas à ma connaissance. D'accord, ok. Voilà. Monsieur, attendez. Je voulais, Attendez, Je il est au moment de- je voulais vous demander, Allez-y, monsieur. je voulais vous demander simplement, est-ce qu'il y a un lien entre la création d'un parti politique par Clément Fassim Alger en 1967, l'attentat contre Boumediene en 1968, Oui. d'accord, et l'assassinat de Clément Fassim en 1970. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a un lien? Ok. Est-ce qu'il y a Alors, un lien? Il y a un C'est là où, Alors, à un moment, vous avez parlé de Boumediene, et là, je pose la question. il y a je consacre un chapitre à la tentative d'assassinat de Boumediene. Au palais du gouvernement. Au moins le 25 avril, parfois je pense avec les dates, 25 avril. 25 avril 68. 68. Et je consacre un chapitre à la création du parti de Clément Fassim le 18 octobre 67 à Paris. C'est à Paris, pas à Alger. Non, à Paris. Paris. Mais non, à Alger, il y avait quand même certains membres de son parti qui ont été arrêtés, Oui, condamnés. oui, à mort, après. etc. Est-ce Ils n'ont qu'il pas y a, été exécutés. est-ce qu'il y a, alors donc Clément Fassim fuit l'Algérie le 4 août 67 parce que on vient lui dire on va t'arrêter incessamment. Et donc de nuit, la nuit du 4 août, il prend des petits bagages avec sa famille, tout ça, il fuit vers le Maroc, il s'installe au Maroc. Il ne reviendra plus jamais en Algérie, bien sûr. Ni sa famille d'ailleurs, que des années plus tard. Et donc il crée, quelques mois plus tard, le MDRA, le parti d'opposition. Et la tentative d'assassinat contre Boumediene, il n'y a pas de lien, c'est pas Clément Belkacem qui a commandité cet assassinat. Même si on a voulu lui coller cet assassinat. Il n'a absolument aucune intention de tuer comment ça s'appelle Boumediene. Ce ne sont pas les hommes de Clément Belkacem qui ont ordonné l'assassinat de Boumediene. C'était quoi c'est ça Non, le lien avec l'assassinat, quoi. Est-ce qu'il y a, disons, est-ce que l'assassinat de Clément Fassim n'est pas la conséquence un peu de la tentative d'assassinat contre Boumediene? Oui, par des membres du parti qui étaient. Non, pas du tout. Mellah, Mellah n'était pas celui qui a ordonné celui qui a ordonné qui a mené la tentative d'assassinat contre Boumediene, c'est Mellah, Amar Mellah, qui n'était pas qui n'était pas du MDR, qui n'était pas du parti de Boumediene. Donc il n'y a pas de crime, parfois voilà. Donc il n'y a aucun lien entre le parti de crime et la tentative d'assassinat contre Boumediene. Je m'excuse pour ne pas reprendre la parole. Oui. Vous avez parlé des filles de Clément Fassim. Oui. Il avait un garçon, Ahmed. Alors. Et Ahmed, on ne va pas parler un peu de, disons, des problèmes intrafamiliaux. Mais néanmoins, Ahmed, c'est lui, il me semble, qui a reconnu, qui a été amené pour reconnaître le corps de son père. Oui. Oui. Oui, je l'ai. Vous l'avez dit. Je l'ai dit dans les. Je m'excuse. Non, mais il n'y a pas de souci. Crime a eu. C'est pas. Oui.
il a vécu avec une première vie avec une femme avec laquelle il a eu un enfant et une fille. Ensuite, il a eu Ahmed avec elle. Voilà, Ahmed, son fils aîné. Ensuite, il a pris une seconde épouse après séparation. Et il a eu 2 filles et 2 garçons. Donc le cadet est décédé quelques années plus tôt, d'une garde de la vie. Voilà. Alors, bon, Ce que tu veux dire, pour l'anecdote, tu as écrit une catégorie juridique pour les ETN. On avait les STN, interdiction de sortie du territoire. Et lorsque tu avais ces problèmes à Alger, on avait dit, bon, il vient d'écrire une autre catégorie. Les ETN, interdiction d'entrée au territoire national qui existe nullement, etc. J'ai lu le livre et pour l'anecdote, je l'ai lu en version piratée PDF. Il est arrivé 2 jours après la sortie en France. Je ne sais pas, on l'a envoyé par-ci par-là. Il ne peut rien contester. Tant mieux, au moins il est lu. Mais ça va, je dis qu'elle circulait, donc j'ai eu l'occasion de lire le livre. J'aimerais bien intervenir sur deux points très rapidement. Le premier, sur justement cet épisode de sa chasse plus ou moins officielle politique de France. Quand il a créé l'UNDRA, il a commencé à faire des activités à Paris, commencé à avoir l'aura, si j'ai bien retenu, et qu'à certains moments, les autorités françaises ont lui aussi signifié directement ou indirectement qu'il n'a pas le droit, plus ou moins, ou qu'il n'est pas souhaitable, qu'il exerce son activité sur le sol français, ce qui est une sorte de soutien objectif au régime d'Alger. Je profite de l'occasion parce que je vois là des figures du FFS. Est-ce que le FFS aussi, peut-être, on a eu des anecdotes dans lesquelles les autorités françaises ont dit, bon, en Suisse, il n'y a pas une grande communauté, tu peux t'activer, mais pas à Paris parce que... Non. Je ne sais pas. Si j'ai bien compris, en tout cas, il y a ça, bien sûr. Mais j'ai cru avoir compris qu'on lui a signifié qu'il n'a pas le droit d'activer librement, du moins sur le sol français et à Paris. J'ai cru comprendre. C'est le premier point. Bien sûr, je pose des questions pour avoir des réponses. Sinon, quand j'ai des réponses, je ne pose pas de questions. En seconde, voilà, c'est sur cet épisode justement des commanditaires d'Alsace, il me semble avoir compris, mais là vous m'excusez si je n'ai pas relu par la suite d'ailleurs, je vais le relire. Je l'ai fait à 2h du matin cet épisode, à la fin, donc j'ai dû être fatigué. Il me semble que c'est comme ça, cette histoire. C'est comme s'il s'agissait de mettre en doute, de disculper Boumedienne en disant qu'il y a d'autres, notamment qui avaient confisqué les biens de Krim et que ça pouvait être un facteur plus ou moins accélérateur de l'assassinat. Et peut-être même Boumedienne a été informé la dernière année, donc en tout cas il n'est pas ça m'a un peu perturbé et puis bon. J'attendais l'occasion de le faire et c'en est une. D'accord. Alors, il faut savoir que les autorités du régime algérien à l'époque faisaient des pressions sur la France et la Suisse pour que ces autorités arrêtent de donner refuge à des opposants comme Krim, Tahmed, etc. Et parfois c'était des menaces très claires. Moi j'ai vu des documents français et suisses où à chaque fois que Bouteflika ou Boumedienne rencontraient des Français ou des Suisses, à chaque fois ils mettaient la pression. Vous abritez des opposants, des traîtres, des ennemis, il faut qu'ils arrêtent. Il faut que vous arrêtiez de leur donner refuge, sinon on peut vous faire des pressions. Ils ont les moyens de pression sur le pétrole, etc. Voilà. Et donc, parfois, les gouvernements français, parfois, ils mettent en balance leurs intérêts. Il y a
de grands intérêts avec l'Algérie, des intérêts économiques, politiques, diplomatiques, etc., sociétaux, etc. Et aussi l'impératif de défendre la liberté d'expression, etc. Et il faut savoir que dans le contexte de Crime, nous sommes en 69 et il y a des négociations très très serrées entre l'Algérie et la France, notamment sur la question des hydrocarbures qui a débouché sur la nationalisation des hydrocarbures en 1976. Donc les Français ont été mis sous pression. Et surtout, moi ce que j'ai retrouvé dans les documents, c'est que les Français avaient peur pour Crime. Parce qu'ils avaient des informations comme quoi il était surveillé, il y a des tueurs à gages qui ont été envoyés en Algérie pour l'éliminer. Et donc à chaque fois que Crime, d'ailleurs j'ai retrouvé beaucoup de correspondances françaises, chaque fois que Crime rentrait en France, les Français lui disaient « Est-ce que tu as besoin on te donne une protection rapprochée ?» Parce qu'ils ne voulaient pas qu'il soit assassiné, c'est eux. Et chaque fois, Crime Belkacem disait non, je ne veux pas d'une protection, merci, je ne veux pas d'une protection. Il avait ses propres gens qui le protégeaient. Donc, si vous voulez, les Français étaient soucieux de leurs intérêts, mais en même temps, ils ne voulaient pas empêcher Crime Belkacem d'activer. Et à un certain moment, en 1969, après sa condamnation, il est reçu au ministère français de l'Intérieur et ils lui ont dit, parce qu'il a donné une interview à Reuters, ils lui ont donné, maintenant tu arrêtes. Tu arrêtes de faire de la politique, on t'a déjà averti, tu arrêtes de faire de la politique. Tu veux séjourner en France, sans aucun problème, tu viens, tu fais une autre demande, s'il faut, on te donne une protection, mais on ne veut plus que tu fasses de la politique en France. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il a arrêté de faire de la politique en France. La deuxième question, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, je n'ai pas la preuve matérielle qui me permettrait de trancher sur le nom du commanditaire. Concernant Boumedienne, j'ai développé assez d'éléments qui me laissent dire que c'est lui le commanditaire. Avec pas des suppositions, mais des faits. Mais j'ai aussi des éléments qui me laissent penser qu'il n'aurait pas pu ordonner. Parce qu'il y a eu des négociations entre lui et Crime Belkacem par l'intermédiaire d'autres démissionnaires. Mais si Boumedienne n'est pas le donneur d'ordre, et encore une fois, je n'ai pas le document. Si Boumedienne n'est pas le donneur d'ordre, il l'a cautionné, il a couvert. Celui qui a donné l'ordre, il a cautionné et couvert celui qui a préparé l'assassinat. Il n'a jamais été inquiété, je vous dis, Aït Masbar, il est libre aujourd'hui. Et donc si ce n'est pas Boumedienne qui a donné l'ordre, il y a forcément d'autres acteurs. Mais dans cet assassinat, il n'y a pas que Boumedienne, il y a d'autres. Comme je l'ai dit, il y a le patron de la police nationale, qui est une crapule, voyou, une crapule, et qui avait tout intérêt à assassiner Crime Belkacem. C'est lui qui a confisqué la villa de Crime Belkacem. Il l'avait donnée
Ben, c'est lui qui a volé l'or de la bijouterie du crime, parce que le crime avait une bijouterie qui a été saisie avec l'or, et l'or a disparu. A été entreposé dans une banque et l'or a disparu. Quand on a fait l'enquête, c'est avéré que c'est le patron de la police qui a volé cet or. Donc il y avait tout intérêt à ce que, comme il savait que Karim Belkacem allait rentrer en Algérie, donc il avait tout intérêt à l'éliminer. Voilà. Quelqu'un voulait... Oui. En fait, vous placez l'assassinat de Kim par Boumediene sur le fait que Kim... Je vous entends très mal, monsieur. Je vous entends pas. Oui. En fait, vous faites une lecture de son assassinat, l'assassinat de Kim, comme étant parce que Boumediene ne voulait pas de l'instauration d'un État démocratique, éventuellement par Kim. Bon, déjà, je vous une petite parenthèse, avec tout le respect pour ce grand personnage. Est-ce que le président de l'Algérie aurait été un État démocratique? Est-ce que Krim aurait été président de l'Algérie indépendante? Est-ce qu'on aurait eu une Algérie démocratique? Et garde son poids pendant la Révolution et tous les silences passés sur... entre autres l'assassinat de la Ben, mais aussi la marginalisation du GPRA et la prise de pouvoir, en quelque sorte, par déjà le triumvirat militaire de Tobel, Youssouf et ça, c'est une parenthèse. Moi, je pense qu'on peut faire une autre lecture, celle de la légitimité. Je pense qu'après l'indépendance, il y a peut-être une volonté de légitimer notre équipe, c'est-à-dire de sortir un peu de la légitimité révolutionnaire symbolisée par la photo de Krim, d'Ekmed, de Boudiaf, de Ben Mehdi et d'autres personnes. D'ailleurs, le fait de cacher les ossements de Rabia Rouge s'inscrit aussi dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'il y a une prise de pouvoir qu'ils ont appelé révolutionnaire, on peut appeler comme on veut, et qui tendait probablement à minimiser ou à changer de configuration. C'est ce qui peut expliquer par exemple la marginalisation de Hamlan, en fait c'est simple pour résumer, où tu rentres dans les rangs, tu acceptes l'état de fait que vous n'êtes plus au pouvoir, c'est nous qui sommes au pouvoir, ou on peut vous catégoriser comme opposant et on vous liquide physiquement directement. Je ne pense pas que ce soit le fait uniquement que Krim ait voulu un État démocratique. En tout cas, peut-être qu'on aurait eu une Algérie démocratique, je ne sais pas, mais cette question elle est légitime. C'est-à-dire quand on regarde comment l'armée, on va dire, a conduit la révolution c'est-à-dire en marginalisant toute l'intelligence du pays, toute la force intellectuelle et de réflexion, quand on dit par exemple la Harbi, quand on dit des historiens qui n'étaient pas dans des unités opérationnelles, on va dire pas des historiens mais des cadres de la révolution qui n'étaient pas dans des unités opérationnelles de l'armée, comment ils ont été marginalisés, comment leur travail n'a jamais été pris en compte de réflexion et tout. On voit très bien que l'Algérie militaire s'est dessinée déjà en 57-58. Elle ne se dessinait pas en 62. D'accord. À ce jour, d'ailleurs, ce problème de légitimité se pose à ce jour. Le congrès de Tripoli, comment les choses ont été faussées dès le départ, c'est ça. La lecture qu'on peut faire, à mon avis, c'est une question de légitimité. Il ne veut pas d'un crime ou de Ridar ou de même Ahmed ou de qui que ce soit. Ça aurait été la même chose si Ben Mehdi était encore vivant, ça aurait été la même chose si Ben Boulaïd aurait été vivant, ça aurait été la même chose de toutes les personnes qui avaient émergé à T0 au déclenchement de la guerre de libération. Après, pour revenir, moi, il y a une chose qui me enfin, la question que je voulais vous poser, ça c'est mon analyse, c'est un point de vue personnel. Pourquoi
Chedli, quand il a rapatrié sa dépouille, ses ossements, et qu'il l'a enterré dans le cimetière, pourquoi il n'a pas été jusqu'au bout pour réhabiliter sa personne et aussi justement de donner un signal on va dire je ne sais pas comment exprimer ça, de pacification, pourquoi il n'a pas été jusqu'au bout pour dire la vérité sur son assassinat et l'assassinat d'Arden. Est-ce que c'est l'armée qui s'est opposée? Est-ce que les services sont opposés? Pourquoi il n'a pas été jusqu'au bout de sa logique? Pourquoi il a permis à ses enfants de venir, d'honorer sa mémoire, d'être présent, mais il n'a pas été jusqu'au bout? Ni lui, ni aucun président d'ailleurs par la suite ne l'a fait. Et pourquoi ce chapitre-là de ces assassinats-là reste encore à ce jour des tabous, et quand on connaît le vrai pouvoir, la vraie légitimité du pouvoir? Aujourd'hui, on a dit que c'est l'institution militaire, tout le reste, tout est vrai, tout le reste. Je pense qu'il faut du courage. Et par ailleurs, pardon, excuse-moi, pourquoi ces enfants qui ne vivent pas en Algérie, qui n'ont aucun intérêt matériel en Algérie, qui, à mon sens, ont peu de risques sur eux-mêmes, pourquoi ils n'ont pas fait un gros travail pour essayer de réhabiliter la mémoire de leurs parents, que ce soit ces enfants ou les enfants de Rida, pour réhabiliter sa mémoire, c'est-à-dire d'exiger d'aller jusqu'au bout et d'attenter même un procès à titre posthume pour réhabiliter leur mémoire. Je ne peux pas faire le procès, je n'ai pas le droit de faire le procès. Ah non, je ne fais pas de procès, ils ont certainement des raisons. Voilà. On ne peut pas faire le procès aux enfants de crimes ou de Rida, ne pas avoir cherché à savoir. Non, c'est pas le procès, je vous pose la question puisque vous dites, j'ai discuté avec eux longuement. Est-ce que cette question vous a effleuré l'esprit et dire pourquoi vous n'avez pas été jusqu'au bout pour essayer d'exiger quelque chose? Alors, elles ont, les filles de crime, elles ont tapé à toutes les portes pour qu'on leur dise la vérité sur l'assassinat. Et en face d'elles, elles ont un mur. Et d'ailleurs, je le raconte dans mon livre. Un jour, en 2012, et ça vous dit la force de ce crime d'État. Un jour, le 1er novembre 2012, Bouteflika, comme chaque 1er novembre, organise une réception au Palais du Peuple. Donc, les responsables, etc. sont présents, les filles du crime sont présentes. Elles vont aller le voir et lui disent « Monsieur le Président, est-ce qu'on saura un jour la vérité sur l'assassinat de votre père ?» Bouteflika est désarçonné, presque pas surpris, oui, désagréablement surpris par cette requête. Et il lui dit ceci: vous croyez qu'un jour les Algériens sont prêts à supporter ce séisme? Voilà la réponse de tout. Lui connaît la vérité, bien sûr, parce qu'il était au cœur du pouvoir. Il connaît la vérité. Un des commanditaires était son ami, que ce soit Boumedienne ou quelqu'un d'autre. Il connaît la vérité. Mais il n'a pas voulu dire la vérité aux enfants de Crime Belkacem. Pour protéger un secret d'État, mais pour protéger ceux qui ont tué Crime Belkacem et ceux qui ont couvert Crime Belkacem. Pour le fils de Khidr, il a écrit un livre. Oui. Tariq. Maintenant, est-ce que Crime aurait pu instaurer un pouvoir démocratique s'il était arrivé au pouvoir? Je ne peux pas savoir, puisque ça n'est pas fait. Ce que moi je sais, c'est que lui, comme Crime Belkacem, comme être humain, etc., ont milité contre une dictature militaire. C'est une dictature militaire qui a été instaurée en Algérie de 62 jusqu'à
la mort de Boumediene. Il n'y a pas de... On n'a jamais donné l'occasion aux Algériens d'exercer librement leur droit, de choisir leurs élus, de choisir quel projet de société ils veulent, ou de militer librement dans un parti politique ou une association, ou d'avoir des journaux libres. C'est ça. Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la conquête du pouvoir en 62 s'est faite avec la mort de 1000 personnes. Quand le pouvoir de Boumediene, le duo Boumediene et Ben Bella sont allés à l'assaut du pouvoir, ils ont tué. Il y a 1000 victimes algériennes. Et les Algériens sont sortis dans la rue en 62, juillet 62, tout ça pour dire c'est la Chine Barakat. On s'est entretués pour prendre le pouvoir. Pendant que les gens descendaient des bâtiments, pendant que les gens cherchaient à savoir où est mort son père, son fils, son truc, pendant que les gens rentraient des zones interdites et tout ça, voilà, aspiraient, enfin, on va aller vivre dans une Algérie libre, parce que c'est le principe de ce combat. Et il y a des gens qui se sont entretués pour prendre le pouvoir de force. Et ils ne l'ont jamais restitué. Chebli, pour revenir à Chebli, il faut du courage, un courage politique, pour reconnaître que Karim Belkacem et Abdel Alban ont été tués, ont été victimes de crimes d'État. Chebli n'avait pas ce courage. Hélas, il a rapatrié les ossements de crime, et il a invité sa famille à venir, il a organisé une cérémonie, et il a réhabilité officiellement. Mais, encore une fois, quand je parle de courage, je vais vous montrer une photo pour voir. Voici la photo de l'enterrement de la dépouille, enfin des restes de Karim Belkacem. Donc il y a Chebli, tous les responsables, militaires, civils, il y a juste derrière eux la famille de Karim Belkacem. Et au premier rang, juste à côté de Chebli, il y a Chilim Sadia. Chilim Sadia, le patron du FLN. Ok, il est là pour rendre hommage à Karim Belkacem. Et ce Chilim Sadia, depuis 1967, occupe illégalement la maison de Karim Belkacem. Et non seulement il occupait illégalement la maison de Karim Belkacem, mais quand la famille de Karim Belkacem a fui l'Algérie le 4 août 1967, et ça c'est les enfants qui me racontent les détails, ils sont partis avec des valises. Leur père leur dit on va aller en vacances. Ils n'ont rien pris. Ils ont pris les affaires d'été. Et donc ils ont tout laissé là-bas. Bijoux, documents, ils ont laissé leur vie là-bas. Ils ont laissé leur vie dans cette vie-là. Cette vie-là, non seulement ils ne l'ont jamais restituée, mais on ne leur a jamais restitué ce qui leur appartenait, comme biens, comme bijoux, etc. Et cette vie-là a été occupée par Msadia. Donc vous avez Msadia qui vient rendre hommage à Karim Belkacem. Derrière lui, les enfants et la femme de Karim Belkacem, à qui il a volé la maison. Vous avez là toute l'hypocrisie. Je pense que ça répond à votre question. Et puis, il faut du courage. Il a fait un pas pour réhabiliter notre pays. Mais il n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout pour protéger des gens, etc.
Oui, j'ai une question sur votre enquête. Vous avez parlé d'une chape de plomb, de secret, et je me demande d'abord si on a essayé de vous décourager de faire l'enquête, et en plus, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui tout d'un coup a un peu ouvert les portes, ou bien alors c'est seulement peu à peu que vous avez pu défaire tout ce mystère? Je vais vous répondre en toute franchise. Il n'y a pas de... Personne ne m'a dissuadé, mais personne n'a intérêt à me dissuader. Je dis souvent, celui qui pense qu'il va me faire taire, sa mère ne l'a pas mis en monde. C'est pas de la vantardiser que je dis, mais je ne suis pas quelqu'un qui subit. Si on m'avait dit tu fais pas ce livre, c'est là où je dirais je vais le faire. De toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Soit on va accueillir ou déposer plainte ou me mettre en prison ou une balle dans la tête. Voilà, c'est ce qui peut arriver. Mais non, on ne m'a pas dissuadé de faire ce livre. Et quand bien même on a essayé de me dissuader, ça m'aurait encore beaucoup plus renforcé dans l'idée de le faire. L'élément déclencheur, comme je vous l'ai dit, c'est la photo. Après, bien sûr, c'est la quête de la vérité. Moi, ma seule ambition, c'est qu'on s'approche de la vérité, qu'on dise au moins, enfin, qu'on en sache ce qui s'est passé, pour que ce tableau sorte. Les filles de crime me disent, je ne sais pas si c'est, je pense que c'est sincère, elles me disent, on ne peut pas te remercier assez de ce que tu as fait pour la manifestation de la vérité. Elles m'ont dit, nous connaissions des choses sur notre père, mais nous ne savions pas beaucoup de choses sur sa mort, et comment elle a été tuée, etc. Elles m'ont dit, elles ont eu des cauchemars parce qu'elles pensaient qu'il a été étranglé avec sa crâne, avec un fil de fer, ce qui n'est pas le cas. Et je lui ai dit, voilà, moi je lui ai dit, j'ai les photos de la chambre où votre père est mort. J'ai la photo de votre père mort. J'ai la photo des deux ceintures avec lesquelles ils ont été étranglés. J'ai la scène du crime. J'ai la photo de l'anesthésie avec laquelle il a été anesthésié avant d'être étranglé. J'ai la photo de l'homme qui l'a assassiné. Si vous êtes d'accord, si vous souhaitez accéder à ces documents, je peux les mettre à mon disposition. Si vous ne souhaitez pas, vous les aurez. Elles m'ont dit, nous on ne souhaite pas, ça c'est bon. Mais je vais donner quand même la photo de l'assassin pour que voilà. Et, si moi j'ai pu aider deux filles à connaître un peu la vérité sur l'assassinat de leur père, pour qu'elles puissent un peu s'apaiser, peut-être faire le deuil, c'est déjà, ce livre, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Ouais, je peux simplement vous remercier parce qu'effectivement, je ne sais pas si on l'a dit, mais merci pour cet ouvrage, parce que Kremval Kassem, il a été assassiné il y a 50 ans, 55 ans, 55 ans, et si je comprends bien, cet ouvrage, c'est une première quasiment concernant, effectivement, c'est la première fois qu'on dévoile de manière comme ça ouverte, on dévoile effectivement que la journaliste accède aux archives secret défense, je ne sais pas comment on les appelle, en Allemagne, que celles-ci sont rendues publiques et qu'à partir de là, principalement dans les archives, vous avez effectivement
préparé, rédigé cet ouvrage. La question que je me pose, c'est pourquoi personne ne l'a fait avant? Pardon? Pourquoi personne ne l'a fait avant? C'est une première. Effectivement, ça fait 55 ans. On se pose plein de questions, et là, et en plus, vous dites, de manière un petit peu ironique, bah voilà, je l'ai fait, je ne sais pas grand-chose, si c'était aller en prison ou pire. Mais quand même, moi je dis, voilà. Je vais vous répondre par quelque chose que je n'aime pas dire. L'une des filles de Clé m'a dit, tu es le seul capable de faire ce livre. Et c'est la réponse que je ne voulais pas entendre. Même si c'est flatteur, vous voulez, mais c'est la réponse que je n'ai pas envie d'entendre. Comme dit, tu es le seul. Je ne sais pas, ça me désole ce que je dis souvent aux journalistes algériens, je dis écrivez, documentez, enquêtez, parce qu'il est de notre devoir aussi de documenter des périodes de notre histoire pour qu'on laisse, pour qu'on donne de la matière aux gens, etc. Moi, c'est mon rôle de journaliste d'investigation, c'est d'enquêter sur ça, sur Bouteflika, etc. C'est mon rôle. Si moi, les journalistes, la mission c'est de soulever les pierres, de voir ce qu'il y a en dessous. Après, pourquoi moi, je ne sais pas. Excusez-moi, tout à l'heure je vous ai parlé du fils de Périm Brassi. Vous avez posé la question, est-ce que vous avez interprété ou pas? Parce qu'au fond, c'était lui qui avait reconnu le corps de son père. Ah oui, oui. Deuxièmement. Oui, parce qu'il a été appelé par la police allemande. Oui, j'ai les documents. Voilà. Deuxièmement, c'est lui qui a donné son accord pour le rapatriement des restes de son père. C'est lui qui a donné l'accord, parce que la présidence, je vous dis ça parce que j'en ai discuté avec lui avant le rapatriement. Oui. J'en ai discuté à titre amical, c'était mon ami, c'est ce que tu penses. Qu'est-ce que tu veux que je pense, c'est ton père, c'était un révolutionnaire, etc. Je lui avais dit ceci, je lui ai dit donc ça, au lieu de le laisser en Allemagne, dans l'incognito absolu, pourquoi ne pas le faire entrer en Algérie, etc. C'est une réponse naïve peut-être, une réponse du cœur. Et donc il avait dit ceci. Parce qu'il a fait une intervention ce jour-là. Il avait dit que son père a attiré l'attention de ses amis sur le fait que, depuis quelque temps, la France ne voulait pas lui accorder un visa d'entrée en France. C'est faux. Hein? C'est faux. C'est lui qui l'a dit. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'au début... Non, c'est faux. N'allez pas dans cette rue. Moi, j'ai les documents. Moi, j'ai les documents. C'est son fils qui a été mal renseigné. Non. Il a été mal renseigné sur ça. J'ai les documents. Parce qu'au début, il avait le droit de séjourner en France. Après, on a exigé de lui un visa. Et il considérait que depuis quelque temps, on ne lui avait pas accordé de visa. Non, moi, je vous rapporte ce que j'ai lu. Je ne suis pas un témoin direct. Hein. Monsieur, moi, j'ai consulté les documents français. Ok? Oui, documents, avec les demandes. Oui, à ce moment-là, j'ai consulté les documents avec les demandes de Karim Belkacem signées avec sa main, les réponses du ministère de l'Intérieur, etc. Il n'y a jamais eu de refus de lui donner un visa. Il n'a jamais eu de refus. J'ai les documents. Il était même question qu'on lui délivre un visa le 20 octobre, c'est-à-dire 2 jours après sa mort. Il n'y a pas de... La piste que les Français ont refusé de lui donner un visa, c'est faux parce qu'elle est documentée. Les documents, moi j'ai consulté le dossier des archives françaises qui fait comme ça. Il y a tous les documents, toutes les correspondances entre le ministère de l'Intérieur et Karim Belkacem avec le nom, etc. Donc il n'y a jamais eu de refus
Je m'excuse. Hein. Oui. Quelle est la dernière date du visa 28 qui a été accordé? Non. 28 août. La dernière demande. La dernière demande qu'il a faite. La dernière demande de Karim Belkacem dernière demande de visa de Karim Belkacem date du 28 août 1970. C'est quelques jours, quelques semaines avant ça. Il a dit je comprends pas pourquoi on tape. Et il devait recevoir un visa le 20 octobre. Et là, il est mort 2 jours avant. Oui, Donc, il n'y a jamais eu de... Oui, mais les services secrets français peuvent dire une chose et puis écrire autre chose. Oui, non, madame, non. Non, mais vous n'avez des preuves écrites, c'est des documents. Les historiens font la même chose. Hein. On fait confiance aux documents écrits. Mais dans l'histoire, il y a toujours un doute que le document écrit, ce n'est pas la réalité 100%. C'est un document écrit, donc il a sa valeur. Mais ce qui se passe à côté, les services secrets français sont quand même assez fourbes pour dire une chose et dire une autre. Ou bien alors, des personnes dans les services ne sont pas d'accord entre elles. Madame, il y a toujours cette madame, Tout à fait. Madame, on travaille notamment sur des archives, Oui, des oui, documents qui sont classifiés ou déclassifiés, qui ont une valeur à date. Quand c'est écrit noir sur blanc que Karim Belkacem a déposé une demande de visa le 28 août 1970 et qu'à côté il y a un autre document de Karim Belkacem qui demande un visa. C'est un document, à moins de penser que c'est un faux document. Non, moi je suis historienne. D'archives qui existent. Si vous prenez l'affaire des tirailleurs sénégalais, il a été prouvé quand même assez scientifiquement que les services effectivement secrets français ont falsifié des documents d'archives. Mais ce qui était la thèse de Mohamed Lehlour, du professeur Lehlour, pardon, c'est en fait, il y a maintenant, nous avons des preuves, bien plus tard, qu'aucune opposition n'a réussi à se construire en France. Je commence par Boudiaf, qui était le premier arrivé à Paris. Ensuite, il y avait le Bjaoui, il y avait Mohamed Harbi, il y a Ahmed Ahmed, il y avait ensuite Ben Bella. Sur décision des autorités françaises, on lui a dit de quitter Enghien. Il était en Enghien, il avait sa villa, etc. C'est là le commissaire de police qui a été là, lui dit non, vous allez vous installer en Suisse. Donc, les Algériens, les dirigeants algériens ont mis tellement de pression pour que la France ne soit pas la base arrière de l'opposition. C'est ça en fait la lecture politique. Pour comprendre pourquoi aujourd'hui un MRDZ a été kidnappé. Il ne faut pas que la France soit la base arrière de l'opposition algérienne. Aucune opposition. Ni Boudiaf, ni Aït Ahmed, ni Khidr, ni personne d'autre n'a réussi à construire quoi que ce soit en France. Et pourtant, il y a 4 ou 7 millions d'Algériens ici. Parce qu'il y a une collaboration entre services. Et pourquoi il y a une collaboration entre services? Parce que la France faisait ses expériences nucléaires en Algérie. Il y a les essais chimiques en continu jusqu'en 1986. Les essais nucléaires jusqu'en 1966. L'Algérie avait les moyens de mettre de la pression. Il ne fallait pas toucher à cela. Et c'est pour ça que toute forme d'organisation d'opposition en France est très difficile. Et on sait quelque chose. Ça fait maintenant un bon moment que nous sommes là, en France. Et on sait comment ils mettent de la pression et on sait qui donne la vraie information aux dirigeants algériens et aux services algériens. Non, c'est effectivement votre approche, et moi je lâche, effectivement, c'est bravo, ce que vous avez fait, c'est extraordinaire. Mais c'est très sensible la question de la relation franco-algérienne. C'est très sensible. Bien sûr, je n'en disconviens pas. Voilà, on a que des analyses politiques, et moi je vous le dis, j'ai discuté avec Aït Ahmed, il est venu s'installer sur pression d'Alim Sili. Alim Sili a mis beaucoup de pression. Il lui a dit, je pars sous le contrôle de Mohamed. Il lui a dit, tu viens à Paris, on fait de la politique à Paris. C'est pas en Suisse. En Suisse, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il y a comme Algérien en Suisse? Hussein est venu s'installer pendant un mois. Ils lui ont envoyé, on lui a dit, non, quitte Paris. La police française lui a demandé de quitter Paris. Donc on ne peut pas faire de la politique. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Sur Karim Belkacem, les autorités françaises l'ont reçu au ministère de l'Intérieur pour lui dire tu arrêtes de faire de la politique. Monsieur, je reviens juste sur un détail, sur le rapatriement des restes de Karim Belkacem. Moi, hélas, je n'ai pas eu la chance de discuter avec le fils de Karim. Pourtant, je lui ai envoyé plusieurs messages. Il n'a pas répondu. Bon.
Concernant est-ce que les autorités l'ont informé de rapatriement? Certainement. Oui, ils l'ont demandé. Il vous le dit. Il fallait son autorisation. Voilà. Par contre, c'était le seul qui pouvait donner l'autorisation. Par contre, même voir sa mère. Par contre, sa mère, pas sa mère. Par contre, la femme de crime, oui, a été mise devant le fait accompli. Et je la raconte en livre. Et d'ailleurs, c'est l'ouverture du premier chapitre. On l'appelle pour lui dire: tu viens à Alger pour l'enterrement de la dépouille de votre mari. C'est tout. Mais il y a deux choses, excusez-moi. Sans qu'on lui donne sa permission. Excusez-moi, oui. Excusez-moi, dans les principes algériens, c'est la loi, etc. Celui qui était tuteur et qui était successeur en quelque sorte. Je suis désolé, hein. Monsieur. Sa femme, d'abord il avait une femme avec laquelle il n'était pas divorcé. Il était un féminisation, etc. Je l'ai vu, je la connais et tout. Deuxièmement, celui qui était en Algérie, c'était son fils. Et troisièmement, son fils a mis du temps à donner son accord. Monsieur, moi, je et donc, une fois que son fils a donné son accord, bon, disons que les relations, je m'excuse d'en parler, les relations entre son fils, entre le fils et les filles, étaient distantes. Allez, disons, elles étaient distantes. Je ne rentre pas dans non, cette situation. Je vous dis simplement que la famille de crime, c'est-à-dire sa femme et ses deux filles, ont été mises devant le fait accompli. On a un coup de fil. Vous venez à Alger. Elles arrivent à Alger. Elles sont embarquées dans un bus pour aller à Massafra, hôtel Massafra. Ils sont restés, je crois, 2 jours là-bas. Et ensuite, le jour de l'enterrement, on les a amenés dans un bus. Mais pour revenir à un détail sur la femme de Karim Belkacem, quand Karim Belkacem a été assassiné, sa femme a demandé, et j'ai les documents et les témoignages, sa femme a demandé à ce que la dépouille soit rapatriée pour qu'il soit enterré au Maroc, auprès d'elle et auprès de ses enfants. C'est la demande qu'elle a faite auprès du roi du Maroc. Parce que la famille était sous la protection du roi du Maroc. Elle a dit: je souhaite que mon mari, le père de mes enfants, soit enterré ici. Donc, Hassan II donne instruction à l'ambassade du Maroc en Allemagne afin d'entrer en contact avec les autorités allemandes pour donner l'autorisation de l'inhumer au Maroc. Le fils de Karim était au courant puisqu'il était là. Dès que Boumediene a su que Karim, la dépouille de Karim, va être Boumediene. À l'époque, il était en Boumediene. Dès que Boumediene a su que la femme de Karim a demandé à ce que la dépouille de son mari soit enterrée au Maroc, il lui a envoyé des émissaires en lui disant: il n'est pas question que Karim soit enterré au Maroc. Je veux qu'il soit enterré en Algérie. Il va y avoir une cérémonie officielle et un deuil de 3 jours. Il va être enterré à Al-Alia. La femme de Karim dit à l'émissaire de Boumediene: il n'est pas question que mon mari soit enterré par ses assassins, par ceux qui l'ont assassiné. Donc il n'est pas question que vous l'enterriez après l'avoir tué. Et Boumediene a fait pression sur elle, pas directement, parce qu'il n'a pas eu de téléphone, il lui a envoyé des émissaires, et la femme du crime a dit: non, il n'est pas question que mon mari soit enterré à Al-Alia, je ne veux pas de votre deuil, etc. Boumediene entre en contact avec Hassan II et il le menace. Il lui dit: si jamais
tu donnes l'ordre de rapatrier Karim Belkacem et l'enterrer chez toi au Maroc, il va y avoir une rupture des relations entre nous et peut-être même autre chose. Le Karim Belkacem devait être rapatrié le 30 octobre pour être enterré au Maroc. La veille, le palais royal donne instruction à l'ambassade du Maroc en Allemagne pour lui dire on ne délivre pas de permis d'élimination. Et là, l'ambassade informe le fils de Karim, il informe les autorités allemandes et la famille, il leur dit on est désolé, il ne sera pas inhumé au Maroc. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a été inhumé en Allemagne. En Allemagne, oui. Voilà. Comment se fait-il qu'aucun Algérien n'a assisté à son inhumation? Est-ce que... Son inhumation? À son enterrement. En Allemagne? En Allemagne. Il y avait le fils de Karim Belkacem. Il y avait son ami suisse. Il y avait, je crois, il y avait, je crois, 4-5 personnes. Non, mais il y avait le Suisse là, comment il s'appelle? Ah, ouais, voilà. Il y avait une fils. Pour des raisons de sécurité ou parce qu'ils m'ont informé de ça? Je ne peux pas vous dire. Il fallait bâcler tout. On l'a, à partir du moment où on a décidé qu'il ne va pas être rapatrié au Maroc. Oui, madame. Première question, quel est le but de ce livre en France, pourquoi pas en Allemagne? Et la deuxième question, oui, monsieur Algérien, cette fois. Et la deuxième question, juste j'ai oublié. La deuxième question, c'était quoi? Bon, nous, on en a beaucoup entendu parler de ce monsieur dans la famille, parce que nos parents étaient des militants, mais ici en France. Et toujours est-il que... Ah voilà, la deuxième question importante. Est-ce qu'il y a des historiens et des historiennes qui ont travaillé sur ce sujet-là? C'est quand même très important. Bon, pour répondre à votre première question, je crois que votre présence ici justifie que le livre soit sorti en France. Non, moi je suis venue pour comprendre. Alors, votre présence ici justifie ce... Il y a eu un film sur Karim Belkacem. Oui, mais voilà. On n'écrit pas en fonction d'un lectorat, même si on a envie que le livre soit. Voilà. J'écris pas pour le lectorat algérien, le lectorat français, etc. J'estime que c'est un livre digne d'intérêt. La preuve, vous êtes présente et présent ici. Non, c'est pour comprendre. Hein? Pour comprendre, parce que j'essaie de comprendre quelle est la position d'Aoud, j'essaie de comprendre quelle est la position de la vôtre. Et puis, c'est vrai que le point, c'est pas notre article personnel, c'est quand même pas le journal le plus sympathique avec le racisme, l'islamophobie. Ça, c'est vrai, vous êtes, effectivement, vous êtes défini. Vous avez introduit les choses en vous définissant comme un militant, comme un opposant, parce que, voilà, on a dit. Je suis pas un journaliste, militant d'investigation en Algérie. Et ici, vous n'avez pas de difficulté, effectivement, à collaborer pour un journal qui est quand même assez problématique, bien très problématique, de droite clairement, et qui bascule à plein d'endroits vers l'extrême. Donc, donc militant là-bas, et ici... je ne suis pas militant. Enfin, journaliste d'investigation là-bas. D'abord, je ne suis pas militant. Mais journaliste d'investigation. Voilà, je suis un journaliste d'investigation ici en France, depuis 20 ans. J'étais en Algérie avant, j'étais condamné en Algérie et on m'a jamais imposé quoi que ce soit. Le point ou un autre journal. Le point. Quand on est pour la liberté d'expression, quand on est pour... Madame, quand on est pour la démocratie, le point, c'est compliqué. Madame, moi, j'écris... Il y a des gens qui peuvent lire le point sans être d'accord avec ça. Non, attendez, quand on veut se renseigner... Le point d'aujourd'hui, le point d'aujourd'hui, ce n'est plus le point de... Je connais le point, je sais ce que c'est. Mais quand on se renseigne aujourd'hui, on regarde à droite, à gauche et au milieu. Il faut lire un petit peu de tout. Le point d'aujourd'hui, il est très important. Madame, mais tout ce que vous entendez,
Ça n'existe pas. Ils n'ont pas une orientation. Ils font mieux. S'il y a autre Oui, alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah non. Non, s'il vous plaît. Si Caroline Fourret, Saint-Oven. Eh ben oui, ils peuvent écrire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Là, la conférence n'est pas, on n'est pas ici pour faire un procès d'attention. Déjà, la dernière conférence qu'on a organisée, il y avait des... Alors, je vais pas... Il y a déjà des gens qui ont fait un procès d'attention à Zéra Adnani, qui est intervenu ici, pour lui reprocher pourquoi elle est passée sur CNews. Et elle l'a bien expliqué. Quand elle passe à CNews, elle passe en tant que chercheuse, elle dit ce qu'elle dit, et elle n'est pas là. Et ne serait-ce que par respect, c'est des chercheurs, c'est des journalistes. Quand ils écrivent dans tel ou tel journal, on ne peut pas leur reprocher d'être d'accord avec ce que disent les... Non, oui, mais là c'est des questions qui n'ont rien à voir avec nous. Madame, Excusez-moi, il faut juger le Madame, voilà, s'il faut lire le ce jeu. qu'il écrit. Madame, est-ce que les pas polémiquer Pas sur la ligne éditoriale. je vous le dis, dans n'importe quel journal où j'écris, je suis libre d'écrire ce que moi je veux. Personne ne m'impose d'écrire une ligne à laquelle je n'adhère pas. Voilà, ça répond à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Farid, oui. J'aimerais vous poser une question qui, l'Algérie étant ce qu'elle est, d'après vous, combien de temps va durer encore ce régime extravagant? Je peux bien les mots, extravagant. Combien de temps ça va durer? Je préfère ne pas vous répondre à cette question, d'abord parce que... on a des attaques, on est là, on est tiraillés. Parce que, c'est pas l'objet de... Oui, non, mais je comprends. Voilà, c'est pas l'objet de la conférence. Et en même temps, ça prendrait des heures et des heures pour répondre à une question comme ça. Voilà, ce que moi je souhaite, c'est que les choses libèrent ce pays aillent mieux. Ils n'ont pas honte de maintenir ce pouvoir génération en génération. Je prends une dernière question. Oui, voilà, parce qu'il faut qu'on rende la salle. Et en plus, il faut qu'on laisse un peu de temps pour ceux qui veulent acheter le livre et la dédicace. Pardon? Bien sûr, c'est déjeuner. Non, j'ai refusé que mon livre soit... Je refuse que mon livre soit édité en Algérie tant que moi je suis interdit dans le personnel. Merci beaucoup. Voilà, si vous voulez... Merci beaucoup. C'était